Solomon et un groupe d'ouvriers sont formés à la récolte de la canne à sucre. Pendant qu'ils travaillent, un homme les observe, confortablement perché sur le chariot où les ouvriers chargent la récolte. Pendant le dîner, Salomon conserve quelques baies qu'il utilisera comme encre pour écrire une lettre. Malheureusement, son idée échoue car le jus des baies est trop mince, ce qui le laisse frustré. Ensuite, Solomon repense au temps qu'il a passé avec sa femme et ses enfants. Des années avant de se retrouver dans ses locaux exigus, Solomon était un homme libre vivant heureux à Saratoga, dans l'État de New York. Violoniste, il est respecté et adoré par les habitants de la ville. Un jour, Solomon dit joyeusement au revoir à sa famille. Sa femme part travailler comme cuisinière et emmène les enfants avec elle. Ce jour-là, alors qu'il se promène dans le parc, Solomon est présenté par un ami à deux étrangers nommés Monsieur Brown et Hamilton. Les deux hommes disent qu'ils veulent travailler pour un cirque itinérant et qu'ils veulent l'engager pour ses talents de violoniste. Les deux hommes promettent à Solomon une grosse somme d'argent et lui assurent qu'il sera chez lui lorsque sa famille reviendra. Solomon accepte et se rend à Washington avec eux. Plus tard, Solomon rejoint Brown et Hamilton pour célébrer le succès de leur travail. Lorsqu'il reçoit son salaire, Solomon fait remarquer qu'il est plus élevé que ce qui lui avait été promis. Les trois hommes commencent à boire pour fêter l'événement et l'un d'entre eux observe attentivement Solomon alors qu'il termine son verre. Lorsque Solomon se réveille le lendemain, il se retrouve enchaîné dans une cellule. Il s'avère que la véritable intention de Brown et Hamilton était de droguer Solomon et de le vendre. Lorsque ses ravisseurs entrent dans la cellule, Solomon tente d'expliquer qu'il est un homme libre. Cependant, ses ravisseurs n'ont pas l'intention de reconnaître ses affirmations, même si elles sont vraies. Ils se contentent de dire qu'il n'est rien d'autre qu'un ouvrier évadé de Géorgie. Ses ravisseurs administrent à Solomon le traitement chiropratique le plus intense de sa vie avant de le laisser recroqueviller dans sa cellule. Finalement, Solomon est jeté dans un enclos avec un autre homme nommé Clemens et un jeune garçon. Ils discutent de la situation avec Clemens, qui a reçu la même éducation que lui. Clemens semble être un expert en la matière et indique à Salomon ce qu'il doit faire. Peu de temps après, une femme nommée Elisa et sa fille sont amenées dans l'enceinte, et elle embrasse rapidement le garçon, qui s'avère être son fils. Bien qu'elle connaisse déjà la tragédie qui les attend, elle et ses enfants, Elisa essaie d'être forte pour eux. Quelque temps plus tard, Solomon et les autres prisonniers sont enchaînés et transportés vers un bateau à la faveur de l'obscurité. Ils sont emmenés dans la cale du bateau, où ils sont traités comme de la marchandise et entassés avec d'autres personnes dans la même situation qu'eux. Peu après, un commerçant nommé Freeman arrive pour prendre ces nouveaux travailleurs. Il appelle chacun d'eux par son nom et, lorsqu'il s'agit de Solomon, il l'appelle Platt. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas répondu, Solomon dit qu'il ne s'appelle pas Platt et, avant qu'il ne puisse finir de s'expliquer, Freeman le gifle. Il dit à Solomon qu'il s'appellera Platt et qu'il ne devra plus jamais lui poser de questions. Il emmène ensuite Solomon et le reste du groupe dans son bureau, où ils sont nettoyés pour être présentés à ses clients. Plus tard, un dirigeant de plantation nommé Ford exprime son intérêt pour Solomon et Elisa. Elisa s'en rend compte et supplie Ford d'emmener ses enfants avec elle. Malheureusement, Freeman ne le permet pas. Il vend rapidement son fils à un autre client et refuse l'offre de Ford de prendre également la fille d'Elisa. En fin de compte, Ford n'obtient que Solomon et Elisa. Lorsque Ford retourne à sa plantation, il demande à ses hommes de nourrir et de reposer Solomon et Elisa avant de les faire travailler le lendemain. Le lendemain, Solomon et les nouveaux travailleurs sont présentés à un préposé nommé Tibbit et au superviseur de Ford, Chapin. Pendant qu'ils travaillent, Tibbit se moque de tout le monde en chantant une chanson qui les invite à ne pas s'enfuir. Un jour, Solomon propose à Ford un plan ingénieux pour transporter les grumes jusqu'à la rivière. Bien que Tibbit s'y oppose, Ford est convaincu par la proposition de Solomon et décide de suivre son plan, qui réussit. Bien que Solomon gagne les éloges et le respect de Ford et soit fêté par le reste des travailleurs, il s'attire la colère de Tibbit, qui se sent humilié que son plan ait fonctionné. Pour le récompenser de son excellent travail, Ford offre un violon à Solomon. Pendant ce temps, Tibbit commence à rendre la vie de Solomon difficile pour se venger de l'avoir humilié avec le travail de portage de grumes. Alors que la tension monte entre les deux hommes, Tibbit décide de donner une leçon à Solomon. Cependant, à sa grande surprise, Solomon réagit, saisit son fouet et lui donne l'ajustement chiropratique le plus intense de sa vie. Chapin arrive sur les lieux et Tibbit s'enfuit en déclarant qu'il se vengera. Avant d'aller appeler Ford, Chapin demande à Solomon de ne pas quitter la plantation car il ne pourrait pas le protéger. Quelque temps plus tard, Tibbit revient avec ses compagnons pour lyncher Solomon qui a eu l'audace de s'opposer à lui.
Chapin intervient pour mettre fin à cette situation et menace de tirer sur Tibit s'il persiste à pendre Solomon, obligeant temporairement Tibit et sa bande à s'enfuir. Après presque une journée de suspension, Solomon est finalement libéré lorsque Ford revient à la plantation. Il entraîne Solomon à l'intérieur de la maison pour le protéger. Cependant, Ford se rend compte que sa plantation n'est plus sûre pour Solomon, car Tibit ne renoncera jamais à son droit de se venger de ce qui s'est passé. Il annonce à Solomon qu'il va le vendre à un homme nommé Epps. Bien qu'Epps soit connu pour être un homme brutal, Ford affirme qu'il est le seul à accepter Solomon en raison de la réputation qu'il a acquise après avoir combattu Tibit. Le jour où Solomon arrive à la plantation d'Epps, lui et les autres travailleurs l'écoutent lire un verset de la Bible. Cependant, Epps déforme le message du livre saint pour appuyer sa revendication de propriété sur eux. Après une journée de cueillette du coton, chaque travailleur de la plantation d'Epps est évalué en fonction du poids de sa récolte. La récolte de Solomon est inférieure à la moyenne et il finit par être soumis à un traitement chiropratique, tout comme les autres hommes qui n'ont pas été à la hauteur la veille. Un après-midi, Missy Epps envoie Solomon faire des courses pour elle. Lorsqu'elle lui remet une liste, elle remarque qu'il la lit. Elle l'avertit qu'il n'en sortira rien de bon, car ils ne sont là que pour travailler. Sur le chemin du magasin, Solomon décide d'essayer de s'échapper. Cependant, il tombe sur un lynchage et finit par avoir l'esprit brisé après avoir été témoin du sort des deux hommes lynchés. De retour à la plantation, Missy Epps demande à Solomon s'il a eu des ennuis, ce à quoi il répond par la négative. Un jour, une épidémie frappe les champs de coton d'Epps. Celui-ci croit qu'il s'agit d'un fléau envoyé par Dieu à cause de l'impiété de ses ouvriers. Il n'a donc d'autre choix que de louer ses travailleurs à une de ses connaissances, Monsieur Judge. Dans le présent, le lendemain du jour où Solomon est exploité par un collègue, il est convoqué par son employeur actuel. Il semble que Judge connaisse les talents musicaux de Solomon et le recommande à une autre connaissance qui cherche de la musique pour une fête qu'elle organise. Il promet que Solomon pourra garder les revenus de son travail. Après un certain temps, Solomon et les autres travailleurs retournent à leur plantation. Epps, tout heureux, les accueille avec condescendance. Solomon et les autres travailleurs reprennent le travail dans les champs de coton. Un homme nommé Armsby se joint à eux, mais contrairement aux autres, c'est un travailleur rémunéré qui essaie de gagner de l'argent pour se remettre sur pied. À la fin de la journée, bien qu'il ait gagné beaucoup moins que les autres, il ne subit pas d'ajustement chiropratique comme Solomon et les autres étudiants. Plus tard dans la soirée, Armsby soigne les blessures de Solomon et lui raconte son histoire. Parce qu'il semble être un homme bon et compréhensif, Solomon prend le risque de lui confier l'envoi d'une lettre à son ami du Nord. En échange de cette faveur, Solomon lui donnera tous les bénéfices de son travail de violoniste. Armsby jure son silence et Salomon lui remet l'argent. Il demande à Solomon de préparer la lettre dans les 2 jours afin qu'il puisse l'envoyer. Solomon rédige la lettre en utilisant un morceau de papier qu'il a volé dans les objets que Madame Epps lui demande de se procurer. Cependant, ce soir-là, il est surpris de voir qu'Epps est au courant de ses plans et réalise qu'Armsby l'a trahi. Heureusement, Solomon n'a pas encore remis la lettre à Armsby. Il utilise son esprit pour retourner la situation, profitant du fait qu'Armsby est un ivrogne. Solomon parvient à convaincre Epps que tout n'est qu'une machination d'Armsby, ce qui lui permet d'être engagé comme nouveau surveillant d'Epps. Lorsqu'il brûle la lettre qu'il a écrite cette nuit-là, Solomon voit s'évanouir devant ses yeux la possibilité d'accéder à la liberté. Le temps passe et Solomon est chargé d'aider un charpentier nommé Bass à construire un belvédère sur la plantation. Bass vient du Nord et ses convictions sur le traitement des travailleurs sont à l'opposé de celles d'Epps, ce qui incite Solomon à le remarquer. Un dimanche, Epps s'agite en pensant que Patsy s'est enfuie après avoir échoué à la retrouver. Lorsque Patsy revient plus tard, elle explique qu'elle est venue de la plantation de chaux pour chercher du savon afin de se laver. Malheureusement, la jalousie et la colère ont eu raison d'Epps et son explication est tombée dans l'oreille d'un sourd. Epps a l'intention de donner à Patsy un traitement chiropratique et Madame Epps est là pour l'y encourager. Cependant, elle ne semble pas avoir le courage de le faire et ordonne à Solomon de le faire à sa place. Au début, Solomon retient sa force, mais il est finalement contraint de tout donner. Insatisfait de ce qui se passe, Epps prend finalement le dessus et fouette Patsy sans pitié. Horrifié par ce qui se passe, Solomon s'effondre et dit à Epps qu'il finira par payer pour ses mauvaises actions. Un jour, Solomon se retrouve seul avec Bass et lui demande d'où il vient. Bass répond qu'il vient du Canada et Solomon lui révèle toutes ses connaissances sur le pays. Se rendant compte qu'il n'est pas un travailleur ordinaire, Bass lui demande comment Solomon s'est retrouvé dans la plantation. Au début, Solomon hésite à le lui dire, mais après avoir fait confiance à Bass et à ses assurances,
il lui raconte tout. Bass croit à son histoire et reconnaît l'injustice de la plantation. Finalement, Solomon décide de prendre le risque. Il demande à Bass d'écrire son DM pour informer ses amis de Saratoga de sa situation. Bien qu'il prenne un risque énorme, Bass accepte d'aider Solomon. Le temps passe à nouveau sur la plantation. Solomon est en train de faire du Farmville dans les champs quand une calèche arrive. Le shérif appelle Platt et Solomon répond. Lorsque Solomon s'approche, le shérif lui désigne un homme près de la voiture et lui demande s'il le reconnaît. Après une analyse minutieuse, Solomon reconnaît l'homme comme étant Monsieur Parker, un de ses amis de Saratoga. Après l'avoir interrogé sur son identité, le shérif reconnaît la véritable identité de Solomon. Solomon se précipite pour embrasser son ami. Alors qu'il se dirige vers la voiture, Epps intervient pour tenter d'empêcher Solomon de partir. Mais le shérif intervient en déclarant que Solomon est un homme libre. Lorsque Solomon revoit enfin sa famille à Saratoga, la première chose qu'il fait est de s'excuser auprès d'elle pour son état pitoyable. Sa fille l'embrasse et lui présente son petit-fils, qui porte le même nom que lui. Entouré des bras de sa famille, Solomon est en larmes, enfin libéré du cauchemar qu'il a vécu. Solomon a tenté d'intenter une action en justice contre les personnes qui l'ont mis en difficulté. Malheureusement, en raison de l'inefficacité des lois disponibles à l'époque pour sa situation, il n'a pas réussi à obtenir gain de cause. Il est également devenu actif dans le mouvement abolitionniste, faisant de son mieux pour aider à sensibiliser les gens aux problèmes inhumains auxquels ils étaient confrontés. La date, le lieu et les circonstances de la mort de Solomon sont inconnus.